Bonjour à tous. Alors, ce qu'on appelle les bébés volés de la dictature argentine sont les enfants de disparus, nés pour la plupart dans les camps de concentration de la junte ou enlevés lors de l'arrestation de leurs parents. Au total, on estime qu'ils sont autour de 500, âgés d'une quarantaine d'années aujourd'hui, dont la plupart ignorent toujours leur filiation puisque 130 seulement ont été récupérés, selon l'expression consacrée. 1977, le collectif Abuelas de Plaza de Mayo réclame la restitution de leurs petits-enfants disparus. Leur combat a permis en 1987, pendant la transition, la création officielle d'une banque de données génétiques, le BNDG, el Banco Nacional de Datos Genéticos, collectée à partir du sang des proches de disparus. Depuis, le BNDG est la cheville ouvrière de la quête des abuelas car il rend possible l'identification des enfants appropriés et la restitution de leur identité par l'irréfutable preuve du sang. Il s'agit d'un véritable service public de l'identité, proposant gratuitement le séquençage génétique de tout individu potentiellement victime d'appropriation pendant la dictature, c'est-à-dire né entre 1975 et 1983, pour chercher des correspondances avec le profil ADN des disparus. Or, à mesure que les enfants volés grandissent et deviennent adultes, à la fin des années 90, l'existence de ce dispositif va permettre aux abuelas un changement de stratégie qu'Estela de Carlotto résume par la formule « Ellos vendrán a buscarnos ». Il ne s'agit plus d'aller chercher des enfants, mais d'inciter des adultes à prendre contact de leur propre chef avec les abuelas. Ce virage implique une médiatisation plus forte du combat pour l'identité, de manière à toucher le plus largement possible les jeunes de la tranche d'âge visée, à un moment où, à la fin des années 90, les questions mémorielles ne sont pas du tout à l'agenda politique et n'intéressent ni les principaux médias ni le grand public. C'est ainsi que les abuelas vont se tourner vers le milieu théâtral pour porter leur combat sur le devant de la scène et que va naître à l'orée des années 2000 le mouvement Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad apela a través del teatro a la toma de conciencia y la acción transformadora de cada uno de nosotros. Es un movimiento teatral que se inscribe dentro del marco del teatro político, es uno de los brazos armados de Abuelas de Plaza de Mayo. On voit ici la rhétorique militante, voire guerrière, d'un théâtre qui s'inscrit dans la tradition du théâtre d'agit-prop. Il s'agit d'un théâtre sous condition de la politique, selon l'expression d'Olivier Neveu, où la création artistique est mise au service d'une cause. Alors concrètement, quelle forme prend ce combat théâtral? L'appel des abuelas est d'abord entendu par la dramaturge Patricia Sangaro et le metteur en scène Daniel Fanego, qui proposent en 2000 la pièce brève A propósito de la duda, représentée gratuitement au Centro Cultural Ricardo Rojas, un espace particulièrement fréquenté par un public jeune. La pièce se construit autour d'une intrigue symbolique dans laquelle sont inscrits des fragments de témoignages sur l'appropriation d'enfants, le tout pris dans un dispositif brechtien avec un cœur qui martèle au public « Y vos, sabes quién sos ?» La distillation du doute, donc, se greffe sur un cocktail d'affects mobilisateurs dont l'efficacité a surpris les artistes eux-mêmes. La pièce est vue par près de 8000 spectateurs, dont 85% ont entre 20 et 25 ans, et plusieurs jeunes se présentent ensuite au BNDG qui découvrent que 7 d'entre eux sont effectivement des enfants appropriés par la dictature. Suite à cette première expérience prometteuse, Teatro por la Identidad s'organise ensuite en cycles annuels, dont le premier a lieu de mars à juillet 2001. Sur le modèle du festival Teatro Abierto pendant la dictature, on lance un appel à contribution dramaturgique sur le thème de l'identité, puis 41 pièces sont sélectionnées puis représentées gratuitement dans plusieurs salles par série de 3 spectacles de 30 minutes. Chaque représentation est encadrée par un dispositif paraspectaculaire, mettant en avant le combat des abuelas. Discours de ces dernières, lecture de témoignages ou de manifestes, formules rituelles d'introduction et distribution de programmes resituant le spectacle dans les enjeux politiques, mémoriels et identitaires du cycle. Ainsi que les pièces sélectionnées abordent directement ou non le crime d'appropriation d'enfants, celui-ci est toujours rappelé par ce paratexte explicatif qui fédère les diverses propositions et les subordonne littéralement à un objectif concret. La première édition en 2001 réunit 40 000 spectateurs et incite concrètement 63 jeunes à se présenter aux abuelas pour faire les tests ADN. Au fil des ans, le cycle se pérennise et prend de l'ampleur, notamment à partir du kirchnerisme en 2003, qui apporte un soutien public. Sur le modèle matriciel de Teatro por la Identidad, on voit ensuite fleurir une ribambelle d'autres productions culturelles au service des abuelas, Televisión por la Identidad, Deporte por la Identidad, Arte por la Identidad, etc.
Dans cette liste, l'Épifore souligne le fait que la notion d'identité est la clé de voûte de la médiatisation du combat des abuelas. Il s'agit d'abord, bien sûr, de l'identité usurpée des enfants volés, mais le fait de mettre en exergue un concept générique, rehaussé en plus par une majuscule, permet d'ouvrir le champ des problématiques abordées et d'inscrire la lutte spécifique des abuelas dans des enjeux beaucoup plus larges. Car au-delà de leur quête première, les abuelas font de l'identité une valeur cardinale, un droit fondamental de l'être humain, et transcendent ainsi la question mémorielle tout en l'imposant au cœur du débat public. De même, la notion d'identité au sens large est le pivot articulatoire des cycles Teatro por la Identidad et de leur production bigarrée, puisque s'y côtoient témoignages de victimes, pièces brèves sur l'appropriation d'enfants et grands succès du moment, parfois sans aucun rapport avec la mémoire de la dictature. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser le singulier et la majuscule, il ne semble pas y avoir de définition univoque derrière le terme d'identité, qui sert pourtant de bannière commune à tous ceux qui participent au mouvement. C'est ce qu'Ernesto Laclau appelle un signifiant flottant, suffisamment ouvert ou extensible pour que chacun puisse l'investir à sa manière. Au même titre que la justice, le peuple ou l'égalité, les limites du concept sont assez floues pour recouvrir des enjeux distincts, voire même parfois contradictoires. Mais loin d'être une faille ou un angle mort théorique, cette ambiguïté intrinsèque au signifiant flottant est justement ce qui permet une montée en généralité nécessaire à ce que Laclau appelle une opération hégémonique, c'est-à-dire en gros une convergence des luttes, autour d'un concept clé investi collectivement. Au-delà de la recherche des 500 petits-enfants, l'engagement pour l'identité permet d'agglomérer des problématiques et des personnes différentes et de générer une action collective puissante à la croisée des émancipations. Dans le discours des abuelas, l'identité est avant tout envisagée comme un donné biologique, immuable et univoque, à une conception essentialiste et biologisante de la famille qui consacre les liens du sang. Dans une perspective dualiste, on a d'un côté la vraie famille et la vraie identité, celle d'origine, et de l'autre la fausse famille et la fausse identité, celle d'appropriation. Cette perspective s'inscrit dans une compréhension traditionnelle, voire conservatrice, de l'identité et de la famille, ce qui ne délégitime en rien, et j'insiste vraiment là-dessus, leur combat. Judith Filk a montré aussi comment elles expliquent souvent leur pugnacité par l'instinct maternel, par exemple. Donc le mouvement Teatro por la Identidad part des mêmes prémices, comme le montre bien sa stratégie de communication qui, à la suite des abuelas, met en avant le symbole de l'empreinte digitale, incarnation corporelle du profil ADN et d'une identité naturelle. L'appropriation est symbolisée par l'imposition de fausses empreintes, telles des fers enchaînant un prisonnier. Le choix du noir et blanc rappelle les clichés du mur des disparus et trace ainsi une filiation visuelle entre les deux générations de victimes de la dictature, d'autant plus que chaque doigt semble encapuchado, couvert d'un sac, comme les détenus dans les camps de concentration. Les contours de la main sont flous, à l'image de l'identité escamotée, tandis que la mise au point est faite sur les fausses empreintes, luisantes comme des taches de sang, pour mettre l'accent sur le crime et la méconnaissance qui en résulte. Parallèlement à cette iconographie du crime proposée par les abuelas, les visuels de Teatro por la Identidad reprennent ce symbole des empreintes digitales, mais en le plaçant du côté de la réparation, des retrouvailles familiales et de l'identité restituée. Les couleurs sont douces, les visages souriants, les lignes de construction de l'image arrondies et sans angles saillants. Les empreintes sont levées dans le fameux pañuelo blanco des abuelas, qui fait office de parachute pour conduire en douceur les jeunes appropriés vers la vérité et leur famille d'origine. On notera la ressemblance physique entre les deux personnages, même teint, même pommette, même cheveux noirs, même forme du visage, tandis que la disposition aérienne des figures n'est pas sans rappeler la création d'Adam de Michel-Ange, comme si la restitution de l'identité biologique était une renaissance sacrée. Le logo officiel du mouvement greffe habilement la dualité vraie-fausse identité sur le symbole théâtral du double masque. Entre la tragédie de l'identité imposée et la joie de l'identité retrouvée se glisse la vérité, allégoriquement représentée avec les yeux ouverts et un visage plus net, s'éloignant du schématisme du masque pour incarner la personne vraie. Alors que dans la dichotomie sociologique classique entre identité assignée et identité désirée, le biologique est en général du côté de l'assignation, c'est tout l'enjeu de la notion de genre que de lutter contre l'assignation sexuelle par exemple, la singularité de l'histoire récente argentine fait de la génétique une des clés de l'émancipation et consacre une conception biologisante de l'identité. Dans les créations de Teatro por la Identidad, cette prévalence de l'identité biologique est surtout portée par la question physique,
si l'identité pouvait se lier au corps. Entre tant d'autres exemples possibles, je vais citer DNY, proposé par Franco Gabriel Verdoya en 2001. Dans ce bref monologue, le personnage de Sandra est dans un photomaton car elle a besoin de clichés officiels pour faire refaire sa carte d'identité égarée. Alors qu'elle s'apprête à poser sérieusement, la machine se déclenche toute seule et l'immortalise dans une grimace peu avantageuse. Ce ressort comique de l'action dramatique se répète plusieurs fois, mais il y a progressivement une disjonction entre ce que fait Sandra sur le plateau et l'image qui s'affiche à l'écran. Le cliché ne la surprend plus au mauvais moment, mais la représente autrement. C'est la première citation. Un nuevo fogonazo, una nueva foto. Sobre la pantalla se proyecta el resultado de la foto número 3 de Sandra. El gesto de la fotografía nada tiene que ver con el estado de Sandra en el momento en que se disparó el flash. Cette distorsion du reflet tendu par la machine réactualise le topos du masque et pousse Sandra à douter de qui elle est. Face à elle-même dans le photomaton, telle une Hamlet de la post-dictature, sa réflexion identitaire glisse de la non-ressemblance avec elle-même, sur le cliché, à la non-ressemblance avec les membres de sa famille. C'est la deuxième citation. Mira la foto una vez más, duda, piensa, no me parezco en nada. Tengo un par de jamones como para dos cuerpos. Mi prima son un palo. Mis viejos miden 2 metros y yo apenas alcanzo el 1,5 metros. Duda otra vez, se mira las tetas. De gomas vengo bien. En mi familia, a excepción de mi tía Chiche, las demás mujeres son una tabla. La dramatisation de cet enjeu génétique passe ainsi par une micro-intrigue simple, visuelle et métaphorique à travers la problématique de l'apparence physique, véritable poncif du répertoire de Teatro por la Identidad. Celui-ci s'érige en théâtre du doute identitaire, non plus métaphysique comme dans les dramaturgies baroques, mais pratique. L'identité en question n'est pas un quelconque moi profond nécessitant un doute méthodique, mais l'identité institutionnelle et sociale. Pour inciter le public jeune à douter de sa propre identité, à l'instar de la protagoniste de la pièce que l'on voit partir faire un test ADN dans le dénouement, il ne s'agit pas d'amorcer une réflexion complexe sur la construction de soi, mais d'allumer l'étincelle du doute en soufflant sur les braises les plus faciles d'accès. Car dans l'insignifiante routine du quotidien, ce sont bien les apparences physiques qui supportent l'édifice identitaire, activent la reconnaissance, mais peuvent aussi en saper les fondations, comme le raconte Mariana Eva Pérez, fille de disparue, dans ce monologue testimonial intitulé Mi hijo tiene ojos celestes. Mi hijo tiene ojos celestes, yo tengo ojos marrones. Si nosotros tenemos ojos marrones, algún abuelo debía tener ojos azules, pero ellos también tenían ojos oscuros, más oscuros todavía que los míos. No puedo decir que ahí comenzaron las dudas, pero a partir de ahí las dudas empezaron a hablarme en voz alta. Pour autant, contrairement à ce que pourrait laisser entendre cette conception génétique de l'identité, la reconstruction identitaire des individus restitués n'est pas toujours simple. Certains font le choix de rester en contact avec leur famille d'adoption, d'autres coupent totalement les ponts, certains choisissent de reprendre leur nom et leur prénom de naissance, d'autres gardent ceux avec lesquels ils ont grandi et se sont construits, d'autres encore changent seulement le nom ou le prénom. Tous font face à un tsunami identitaire au moment de la révélation de l'identité qui ne peut pas, comme dans la création d'Adam, faire advenir une nouvelle identité ex nihilo et reprendre le cours des choses à zéro, comme le raconte Ignacio Montoya Carlotto, petit-fils restitué de Estela de Carlotto, qui a repris les patronymes de ses parents biologiques tout en préférant ne pas adopter son prénom de naissance, Guido. Et je le cite. El precio de saber la verdad es muy costoso. Al principio acepté que me llamaran Guido porque creí que iba a sumar, pero me di cuenta de que la carga simbólica del nombre Guido tapaba a Ignacio. Yo no siento que haya recuperado mi identidad. En tal caso, se me completó el cuadro identitario. Antes de aparecer como el nieto de Estela, tenía una vida de 36 años. Ainsi, les nietos doivent-ils jongler entre une identité imposée et une identité révélée, démontrant par des pratiques complexes que l'identité n'est pas réductible au sang. Cependant, même s'il y a toujours une prévalence du biologique dans le discours des abuelas, leur action transcende de fait cette conception naturaliste. Judith Filk a analysé ce qu'elle appelle la socialisation des enfants et la socialisation de la maternité, dans la mesure où madres et abuelas de Plaza de Mayo considèrent tous les disparus comme leurs propres enfants. De même, Teatro por la Identidad va socialiser la quête des abuelas pour en faire une problématique qui touche toute la société. Cette socialisation de leur combat emprunte deux voies principales. D'une part, la distillation du doute qui cherche à impliquer directement toute une génération,
Et d'autre part, la question mémorielle, qui fait de cette quête identitaire au départ individuelle ou familiale un problème national, dont dépend également l'identité collective de la société et sa cohésion. Dans ce passage de l'individuel au social, Teatro por la Identidad a joué un rôle fondamental en servant de vecteur de diffusion et d'incorporation, comme le rappelle Estela de Carlotto. El teatro es el medio de comunicación artístico más indicado para juntarnos a reflexionar sobre un crimen que afecta no solo la identidad de algunos de nosotros, sino de todos nosotros, puesto que se trata de analizar también nuestra identidad social. On observe donc un glissement d'une conception essentiellement biologique de l'identité à la notion d'identité sociale, à un moment où, quand débute Teatro por la Identidad en 2001, la cohésion de la nation est mise à mal par une crise sans précédent. Face au délitement du lien social, les questionnements que Teatro por la Identidad ouvre sur la mémoire et l'identité dépassent largement la quête des abuelas et entrent en résonance avec la perte de repères et l'effondrement symbolique qui frappe alors le pays. Ainsi, Daniel Fanego raconte-t-il comment, en travaillant avec les abuelas pour monter A propósito de la duda avec Patricia Sangaro, ils ont peu à peu compris que l'enjeu identitaire de la recherche des nietos était en réalité extensible à toute l'Argentine post-dictatoriale. Y fue comprender que esa realidad de las abuelas es nuestra realidad. Entender la identidad como bien comunitario. Mientras la identidad de alguien no pueda ser reconstruida, es la identidad de toda la sociedad que está en duda. À partir de 2003, avec le kirchnerisme, la question mémorielle devient une priorité politique dont le pivot articulatoire va être, là encore, la notion d'identité. Et je cite Daniel Filmus, ministre de l'Éducation de Néstor Kirchner, «Lo que en principio fue una lucha casi solitaria de las abuelas, hoy es una causa que nos compromete a todos los ciudadanos». On assiste alors à une relative institutionnalisation des cycles Teatro por la Identidad qui reçoivent des subventions, sont retransmis à la télé publique, diffusés dans les écoles, diffusés dans les formations de militaires et de policiers et qui donnent lieu à toutes sortes d'événements publics, tandis que l'État met en place un ministère des droits de l'homme en charge des questions mémorielles. Création d'une Red Nacional por el Derecho a la Identidad, d'un Día Nacional por el Derecho a la Identidad le 22 octobre, c'est une des spécificités de la mémoire historique en Argentine que d'être viscéralement chevillée à cette notion d'identité. En ce sens, la recherche des nietos est le fer de lance de toute la question mémorielle, la vitrine de cette lutte nationale et le support principal de sa médiatisation, initiée et portée encore aujourd'hui par Teatro por la Identidad. De nos jours, l'histoire des disparus et des enfants volés fait partie de l'imaginaire collectif de la plupart des Argentins. Les madres et abuelas de Plaza de Mayo sont souvent appelées les madres et abuelas tout court, avec une majuscule, comme si elles étaient les mères et grands-mères de tous. On parle des nietos avec un grand N, et chaque individu retrouvé se voit apposer un numéro, el nieto recuperado número 130, comme si la nation tout entière faisait le décompte de ses 500 petits-enfants. Et chaque restitution est reçue avec allégresse par la population. Summum de la reconnaissance nationale, le gouvernement de Cristina Kirchner a même fait émettre en 2015 un billet de 100 pesos à l'effigie des madres et abuelas de Plaza de Mayo, qui incarne on ne peut mieux la socialisation de leur combat. Teatro por la Identidad part donc d'une conception biologique de l'identité, puis s'ouvre à une dimension sociale et mémorielle pour aboutir enfin à un champ d'exploration plus large encore autour de problématiques identitaires à la fois individuelles et collectives à travers la question générique « ¿Quiénes somos?», comme l'explique l'actrice Cristina Friedman. Teatro por la Identidad quiere convocar a participar a toda la sociedad argentina para recordar a través del arte la importancia de buscar la identidad de 400 nietos que todavía siguen desaparecidos y también y fundamentalmente descubrir quiénes somos. Derrière cette question pour le moins ouverte, entrent des problématiques aussi diverses que la conscience métaphysique de soi, les processus d'acculturation et d'assimilation, ou encore les divers rapports de domination qui traversent la société et les individus et qui percolent dans la construction identitaire de soi. De ce fait, sans jamais renier la notion d'identité biologique, Teatro por la Identidad a su ne pas totémiser cette conception naturaliste pour la faire coexister avec d'autres visions plurielles de l'identité, dont certaines créations vont se faire l'écho.
Parmi pléthore d'exemples possibles, j'évoquerai brièvement deux pièces, El Nombre de Griselda Gambaro, présentée en 2001, et Crónica de Indias d'Amancay Espíndola et Araceli Areche, écrite pour le cycle 2002, qui éclaire la question de l'identité sous l'angle des dominations de genre, de classe et de race. La pièce de Gambaro, comme le suggère son titre, part d'un topos de Teatro por la Identidad, à savoir la substitution du véritable nom par un autre nom imposé. Elle tend de ce fait une passerelle évidente avec l'histoire des enfants appropriés, sans toutefois l'aborder directement. La protagoniste de ce monologue est une domestique qui raconte comment, à chaque fois qu'elle est entrée au service d'une famille, ses patrons ont unilatéralement décidé de changer son prénom. Et je cite, La señora me dijo, ¿cómo te llamas? Es lo primero que preguntan porque necesitan saber cómo se llama una. Tiran el nombre y una corre detrás. María le nombre, pero me lo cambió. ¿Y por qué no? ¿Qué importancia tiene un nombre? Cualquiera sirve. Tito no era muy inteligente, por eso, para no embollarlo con tantos cambios, todas las muchachas se llamaban igual, Ernestinas. Yo también me llamé Ernestina. Le corps et l'identité de Maria sont ici fonctionnalisés. Elle sera Ernestina comme toutes les autres avant elle, ressources humaines négligeables et interchangeables, comme le suggère le pluriel, Ernestinas, par lequel le prénom devient presque un nom commun, une simple fonction. Alors que le prénom a une dimension performative et sacrée, dans la mesure où il singularise la personne et ramasse son identité complexe en une seule parole identificatoire, l'imposition d'un autre nom constitue une dépossession de soi. C'est ce qu'on appelle en espagnol du ninguneo, une forme de mépris social ici, qui consiste en une négation de l'individu. La force de la domination de classe réside dans le fait que cet acte de dépersonnalisation est accepté comme normal par la dominée, voire même intériorisé, comme le trahit le langage de Maria, avec par exemple son usage répété de tournures impersonnelles, como se llama una corre detrás. La déconsidération par autrui devient inconsciemment mépris de soi et la spoliation identitaire confine à la schizophrénie. Et je cite, En una casa me llamé Florencia porque la señora era de Florencia y quería recordar su ciudad. Me enfermé y en el hospital me llamaban la muda porque hablaba poco, no sabía qué decir. Y después se me dio por hablar. Hablaba como si tuviera a Tito y fuera Ernestina, o cuidara a la vieja y fuera Lucrecia, o tuviera los nombres que me pusieron las señoras. Y cuando me acordaba que había sido una ciudad, entonces murmuraba como río que pasa por la ciudad y todos se reían de mí. En acceptant les caprices nominatifs de ses différentes maîtresses, Maria consent à son insignifiance jusqu'à se perdre elle-même. Mais dans ce théâtre allégorique, la dépossession du nom n'est que la façade ostensible et symbolique de structures de domination souvent invisibilisées et qui se joue ici sur l'ordre de classe et l'ordre de genre, car c'est aussi parce que Maria est une femme qu'elle est reléguée et réduite à sa fonction du care, comme le rappelle la dédicace de Gambaro, a las que cayeron, a las que siguen, a las que vendrán. Amancay Espíndola et Araceli Areche vont-elles explorer la question coloniale avec Crónica de Indias pour le cycle 2002. La protagoniste, fille métisse du conquistador Hernán Mejía, se prépare pour ses noces, entourée de ses deux mères, l'une biologique indienne et l'autre adoptive, la femme de son père, espagnole, chacune essayant de lui transmettre sa vision du monde et ses traditions. Au cœur de la polarisation, on retrouve le topos du nom imposé, symbole de la dénégation identitaire, puisque le nom officiel de baptême de la jeune fille, choisi par sa mère espagnole, est Leonor, tandis que sa mère biologique persiste à l'appeler Yutito en quechua. Et je cite, Se llama Leonor, pero va hacia Leonor, le saca su tocado español y casi en una ceremonia lo intercambia por su vincha indígena, mirando a Isabel. También es hija de María de Mencho, pertenece a la tribu de los Jurí en las Indias. Su nombre es Yutito, Yutito de Mencho. Au-delà du nom, le déni de la part indigène de la jeune fille passe par la volonté de la blanchir, par l'administration de breuvages censés faire pâlir le sang, et surtout l'application d'une couche épaisse de talc, tel un masque de poudre recouvrant tout son corps. Ce camouflage colorimétrique de l'identité fait écho au mythe de l'Argentine blanche, encore prégnant aujourd'hui. Le personnage de Leonor Yutito fonctionne comme une allégorie de la nation, dont l'histoire indigène a été escamotée au profit d'un récit national consacrant les origines européennes des Argentins. Alors que la réflexion décoloniale est encore relativement peu présente dans le théâtre porteñ et quasi totalement absente du discours médiatique, il est intéressant de voir que le cycle Teatro por la Identidad peut aussi être une tribune pour ces questions-là.
car interroger la construction de l'identité collective et travailler la mémoire de la nation conduit logiquement de la dénonciation des crimes de la dictature jusqu'à la révision des fondements du pacte social avec ses angles morts, ses victimes, ses oubliés de l'histoire officielle. Même si les ficelles de ce théâtre allégorique peuvent parfois sembler faciles, il a le mérite de proposer une réflexion véritablement intersectionnelle autour de la notion centrale d'identité. Or, non seulement les cycles Teatro por la Identidad peuvent offrir cette tribune à la convergence des luttes, mais ils ont également contribué à placer la notion d'identité au cœur des différents mouvements d'émancipation en Argentine. Dans le sillage des abuelas, l'identité est aujourd'hui un des principaux centres de gravité des luttes, qu'elles soient mémorielles, sociales, féministes ou décoloniales. Elle est même reconnue comme un droit de l'homme fondamental et inaliénable consacré par la loi. Cette reconnaissance sociale et juridique d'un droit à l'identité s'ouvre depuis 2012 à la reconnaissance de l'identité de genre pour laquelle l'Argentine fait figure de pionnière, puisqu'il est possible pour toute personne de se définir comme homme ou femme, indépendamment du sexe qui lui a été assigné à la naissance, sur simple déclaration à l'état civil, sans avoir à fournir quelque justification que ce soit, ce qui n'est pas le cas en France. Comment expliquer qu'un pays dans lequel l'avortement n'est toujours pas légal ait voté sans sourciller ce droit à l'identité de genre ? Il me semble que c'est grâce aux luttes mémorielles et à l'hégémonie acquise dans ce cadre par la notion de droit à l'identité. Et cela même alors que l'identité biologique brandie par les abuelas semble diamétralement opposée à l'identité sociale et autodéterminée défendue par le mouvement pour la diversité sexuelle. De même, alors que les abuelas ont une conception essentiellement naturaliste de la maternité et de la famille, comme l'a bien montré Judith Filk, leur figure et leur héritage sont revendiqués par le mouvement féministe actuel, qui reprend le symbole du foulard, en troquant le blanc pour le vert, dans la lutte pour le droit à l'avortement. Autrement dit, les madres et abuelas sont devenues de véritables icônes des luttes, lesquelles convergent autour de la notion polysémique d'identité, largement portée par le mouvement Teatro por la Identidad, qui a permis de désenclaver le combat des abuelas et d'en faire un pivot intersectionnel. Je vous remercie.